Donc ça, c'était la leptospirose, et vous voyez déjà, ça m'a appris une quantité de choses que je n'ai plus jamais oubliées. Après, bien sûr, la première maladie infectieuse sur laquelle j'ai travaillé, c'était pas la leptospirose. Avant que je fasse mon service militaire, mon premier choix d'interne était en maladie infectieuse et tropicale chez le professeur Penn, et le professeur Penn avait organisé une réunion de la Société nationale de médecine tropicale. Pour une fois, il avait délocalisé de Paris à Marseille, c'était déjà une des questions. Hein. Donc, en la relocalisation à Marseille, il me dit ah ben tiens, c'est bien, il faut que vous présentiez des trucs, prépariez des trucs et tout. Je dis ah ben c'est bien, puis écoutez, ça m'intéresse finalement, c'est une médecine tropicale, je voudrais bien rentrer dans cette société, vous êtes d'accord? Il me dit oui, mais écoute, il faut que tu fasses une publication pour ça, ou 2 publications, très bien. Je dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit ben écoute, ça fait longtemps qu'on a pu travailler sur la fièvre boutonneuse méditerranéenne, qui est une rickettose. Hein. La rickettose, ça vient du nom de Ricketts, qui est un investigateur. Et donc, les rickettoses avaient une réputation terrible au départ, parce que les 2 premières personnes qui aient isolé ou qui aient voulu isoler le microbe du typhus, qui est une maladie qui était mortelle à l'époque dans 30% des cas, l'un s'appelait Ricketts et l'autre s'appelait von Prodarecek, et les 2 sont morts du typhus en essayant d'isoler la bactérie du typhus. Alors, le 3e qui a travaillé sur le typhus, s'appelait Darosh Halima, a donné le nom de Rickettsia provazeki pour honorer ces 2 investigateurs qui avaient sacrifié leur vie à travailler sur le typhus. Du coup, vous voyez que les Rickettsia avaient très mauvaise réputation, et donc la plupart des moyens qu'on a trouvés pour travailler avec des laboratoires de sécurité ou des hôtes de sécurité ont été inventés pour travailler sur la Rickettsia du fait de leur contagiosité et de leur dangerosité à manipuler, parce que quand même l'histoire avait été marquée par ça. Après, quand on a trouvé à partir de 1947 des antibiotiques qui marchaient sur les rickettsioses, le chloramphénicol, les tétracyclines, les choses ont changé, bien sûr. Alors la fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est une fièvre qui avait été décrite pour la première fois à Tunis par un Français qui s'appelait Connor, puis à Marseille, où on avait découvert certaines spécificités, et d'ailleurs dans une partie du monde anglophone, on appelait ça Marseille Fever. Et donc, il me dit, regarde ça, plus personne ne travaille là-dessus depuis 20 ans, ça vaut le coup de travailler très bien. Donc, je prends les dossiers. Et donc, les dossiers, ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Donc, je sors 41 dossiers. Et dans les 41 dossiers, il y en avait un qui était mort de ça. Alors, c'est une histoire qui était fascinante, ça, l'histoire de ce mort. Très bien, je commence à organiser mon papier avec ces 41 dossier, et puis donc je vais voir mon patron, je dis comment je fais, je n'avais jamais écrit un papier, il me dit vois avec mon agrégé, je vois avec son agrégé, et l'agrégé qui du coup présentera ça à la journée de médecine tropicale, me fait sauter celui qui était mort. Et je regarde, et donc en réalité, les 40, ce qu'il faisait, c'était raconter la légende connue jusque-là, et il voulait surtout pas prendre de risques, qui était personne n'allait l'embêter s'il racontait juste que les choses étaient comme elles étaient décrites. C'était juste, ça n'avait aucun intérêt, mais enfin, aucun danger non plus. Ça m'a appris aussi un élément considérable, d'autant que j'ai pu vérifier ce phénomène ultérieurement. Donc le plus simple, c'est de ne pas parler de ce que les gens ne connaissent pas ou ne croient pas. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas de la science pour faire des papiers, on fait de la science pour apporter quelque chose. On ne va pas tricher, mentir. Vous voyez où se trouve le mensonge? Le mensonge, il se trouve jamais quand on contredit les gens, parce que c'est très dangereux de contredire les gens. Le mensonge, il se trouve quand on cache des choses pour ne pas les contredire. C'est pour ça que je n'ai pas d'estime pour les gens qui sont d'accord, parce que soit c'est pas vrai, soit ils l'ont pas vu, soit même ils ont menti pour pouvoir être d'accord. Parce que ça n'est pas dangereux d'être d'accord. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas être d'accord. D'accord ? C'est une leçon terrible, c'est la première leçon que j'ai apprise en science, celle-là. Et justement, pour cette donnée, quand je suis revenu de mon service militaire, j'étais quand même assez furieux ce coup de me faire sortir le mort de ça, mais là, cette fois-là, la situation est différente. Comme interne, dans l'été, pouf, pouf, je vois 2 sujets, soixantaine d'années, qui meurent avec une fièvre, au mois d'août, avec une fièvre, une éruption. Je prends les prélèvements, je vais les tester, et c'était les fièvres boutonneuses méditerranéennes. Donc c'est vrai, on mourait de ça, avec un tableau de choc gravissime. Et donc, c'était tellement atypique que même les gens qui étaient autour disaient ça doit être une légionella, parce que c'était la mode de légionella. La légionella, c'est 76. Donc, ça, on se retrouve en 81. Et donc, je prends ces observations,
Et je les publie dans le journal français, qui était le journal de la Nouvelle Presse médicale, avec mon patron, M. Casanova. Et je dis, écoutez, des formes très graves, gravissimes. Et la fièvre boutonneuse méditerranéenne, petit à petit, avait comme légende, comparée au rickettsiosis qui avait été observé aux États-Unis, qui s'appelle la fièvre pourpre des montagnes rocheuses, qui avait une mortalité de 10 à 20%, était considérée comme des maladies toujours bénignes. Et le roman s'installant, puisqu'effectivement plus personne n'avait publié dessus depuis 20 ans, elles étaient devenues toujours bénignes. Ce qui était faux, moi je l'avais vu la première fois rétrospectivement sur les dossiers, j'étais quand même, et puis après je les ai vus mourir devant moi quand même. Très bien, je dis ça, et mon patron reçoit une lettre furieuse du type qui était le directeur de l'unité des rickettsies de l'Institut Pasteur, du Centre national de référence, en disant c'est pas vrai, puis c'est un mensonge, c'est idiot, puis vous l'avez maltraité, vous êtes trompé sur le diagnostic, c'est pas possible. Bon, mon patron était très loin de tout ça. Puis ensuite, il ne comprenait pas très bien pourquoi un type qui avait passé sa vie dans un laboratoire, il expliquait ce qu'avaient les malades qu'il a eu dans son service quand même, donc il était pas impressionnable. Et donc ça a fait beaucoup rire. Et le coup d'après, on a publié 6 cas mortels de fièvre boutonneuse méditerranéenne, et donc le phénomène a été établi, plus personne ne l'a contesté. Et ça ressemblait terriblement, les formes graves ressemblaient terriblement aux fièvres pourpres des montagnes rocheuses. Et d'ailleurs, j'ai été contacté de ce fait par des gens aux États-Unis qui voulaient travailler sur les cas qu'on avait eus, les autopsies, etc. Et donc, le phénomène, une fois établi, tout le monde l'a oublié. D'ailleurs, moi, je suis devenu très copain avec ce directeur du Centre national de référence qui a été profondément choqué par le fait que j'ose dire que ce qui se racontait depuis 30 ans n'était pas vrai. J'avais déjà l'expérience avec la leptospirose, donc c'était plus une nouveauté chez moi. Et donc, on a fait quelque chose qui répond, vous voyez, à cette histoire de ce que je vous disais sur les pourcentages des Américains. Donc, les Américains, ils prennent 100 malades et regardent combien il y en a qui ont ça, qui ont mal à la tête, qui ont mal aux dents, qui ont éventuellement dans la biologie, ceux qui ont une augmentation des globules blancs, une baisse des globules blancs, une baisse des plaquettes. Et donc, c'est le seul programme que j'ai écrit à la main, je fais un programme d'évaluation, de suivi des fièvres boutonneuses méditerranéennes. Alors, j'étais jeune, donc je fais un programme avec 110 items. Alors, c'était un travail fou de remplir ces trucs, mais fort heureusement, il y avait des étudiants qui voulaient faire des thèses en médecine qui m'ont aidé. Alors, il y en a un qui a pris fièvre boutonneuse à Martigues, un qui a pris fièvre boutonneuse en Corse, l'autre qui a pris fièvre boutonneuse à Avignon, moi je prenais celle de Marseille. Et à la fin, on a fait un premier papier avec 150 fièvres boutonneuses, qui était le plus grand papier sur la fièvre boutonneuse qui a été écrit, dans lequel on trouvait, pareil, exactement ce qu'avait enlevé le premier collaborateur que j'avais eu sur ce travail, c'est-à-dire 1 sur 41, c'était l'exacte mortalité, c'est-à-dire 2,5% de morts quand on a eu 150, et puis après, on a collecté cette donnée jusqu'à 450 personnes, et puis après, j'ai arrêté de les collecter. C'était exactement la mortalité en réalité. Donc si je n'avais pas retiré, menti par omission en retirant ce mort, eh bien, on aurait eu la mortalité de la maladie au XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle à Marseille. Donc c'était intéressant. Et d'autre part, donc je ne comprenais pas quand les gens publiaient sur la rickettsiose, nous ou les autres, les Américains, cette manie du pourcentage, on disait alors, il y a 25% de gens qui ont des globules blancs qui sont très bas, il y a 25% des gens qui ont des globules blancs qui sont trop hauts, et 50% qui sont normaux. Et puis il y a 40% des gens qui ont des plaquettes qui sont basses. Plaquettes qui sont basses, ça veut dire en dessous de 150. Et je dis, je ne comprends pas ce que c'est ce truc. Et quand on a eu 450, pour répondre à cette question, c'est pour ça que ça a été un travail absolument faramineux, je crois qu'on avait 10 000 données dans les résultats, on mettait bien sûr les dosages des globules blancs et des plaquettes à tous les moments de la maladie. Et on avait le premier jour de la maladie. Et donc ce qu'on a vu, c'est que c'était pas du tout vrai. C'était un roman, encore c'est 25%, 50%, 25%. En réalité, tous les malades avaient une baisse des globules blancs au départ, une augmentation des globules blancs à la suite, et puis ensuite ils redevenaient normaux. Donc il y avait une cinétique des globules blancs. De la même manière, c'était pas vrai qu'il y avait 45% des gens qui avaient une thrombopénie. C'est parce qu'on avait fait une chose contre laquelle après j'ai passé ma vie à lutter. On avait décidé que
à 149 000 plaquettes, on avait une thrombopénie, mais à 151, on n'avait pas de thrombopénie. C'est complètement idiot. Comme toute la définition des seuils, comme ça, est idiote, c'est pas vrai. En réalité, tout le monde avait une tendance à la baisse des plaquettes. Il y en a qui passaient en dessous du seuil fatidique de 150, et puis d'autres qui restaient au-dessus, mais tous avaient des baisses des plaquettes, et tous avaient des plaquettes qui remontaient après. Donc c'était tous les phénomènes qui étaient décrits en les simplifiant dans la littérature, en pourcentage, en particulier en tenant compte de seuils qui étaient artificiels, étaient inexacts. Ça ne représentait pas la réalité. Ça représentait d'abord soit une réalité photographique dans le film, vous aviez une photo, donc vous concluiez que tout le film était lié à cette photo, soit c'est parce que vous avez défini que jusque-là, je le vois, et au-dessus, je ne veux pas le voir. Donc tout ça, c'est comme ça, petit à petit, qu'on apprend les choses. On apprend les choses en les regardant, en remettant en cause, ou en essayant de réfléchir, en disant, mais est-ce que c'est bien logique de dire que dans une septicémie, quand les gens sont malades depuis 5 jours, ça marche plus les antibiotiques? Non, bien sûr, il y a plus qui meurent. Que si vous les traitez au début, ça marche. Plus vous traitez tôt, mieux ça marche. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Tant qu'il y a des bactéries dans le sang, ça peut aider. C'est une évidence. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire, écoutez, il y en a tant de pourcents qui ont les trombettes, les plaquettes très basses, et puis les autres ont les plaquettes qui sont entièrement normales. Mais c'est pas vrai. Voilà, donc, à partir du moment où vous posez la question, vous créez les outils qui vous permettent de répondre à la question, et vous répondez à la question que c'est pas vrai, effectivement. Donc, tout ça n'était pas raisonnable. Mais toujours est-il que j'ai commencé à travailler beaucoup, on a collecté les données qui étaient les plus larges au monde, ça nous a permis effectivement quand celui qui était le directeur du Centre national de référence est parti à la retraite, de demander à avoir le Centre national de référence ici sur l'Acadie, ce qu'on a toujours eu depuis, ce qui a commencé à être une première cause de conflit avec Pasteur, qui voyait, Pasteur avait une surdotation qui était due au Centre national de référence. Nous, il nous donnait les cacahuètes, mais à Pasteur, à chaque fois que vous rajoutiez une carte, ça faisait des sous en plus, hein, donc à la fin, ça faisait des sommes considérables. Donc chaque perte d'un Centre national de référence, c'était... ça voulait dire que l'État allait négocier la dotation de Pasteur à la baisse s'il avait perdu ça. Ensuite, on a eu en même temps j'ai créé un centre collaborateur au OMS ici, toujours autour des rickettsia et les maladies transmises par les tiques, puis les maladies bactériennes transmises par les arthropodes. Et donc, Marseille est devenu le centre le plus connu sur le travail des rickettsia au monde, en quelques années. Et puis, du coup, les Russes que j'avais rencontrés, il y avait régulièrement un congrès tous les 5 ans, tous les 6 ans, en Tchécoslovaquie. À l'époque, la Tchéquie et la Slovaquie étaient le même pays, qui permettait de rencontrer nos collègues de l'autre côté du rideau de fer. Donc il y avait des Russes, il y avait des Tchèques, il y avait des Roumains, et donc on pouvait se rencontrer et discuter. Donc moi j'ai commencé là-bas, j'ai rencontré les Russes qui avaient beaucoup d'avance sur le travail, ceux qui avaient le plus d'investigateurs sur le domaine des rickettsia, parce qu'ils ont payé un tribut au typhus absolument extraordinaire. Hein. Le typhus a été... Et donc les Russes, à un moment, celle qui était la directrice du centre de recherche à l'Institut Gamaleya, qui est un équivalent du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur à la fois, qui était une des femmes académies et questionne des sciences, m'a dit, écoute Didier, il faudrait que tu nous aides parce qu'on se demande si on a une épidémie de rickettsiose à Astrakhan, et que comme on n'a jamais vu les rickettsioses attiques, ce serait bien que tu viennes nous donner un coup de main. Donc j'étais invité officiellement par l'URSS, hein, qui était... pour faire l'investigation de cette épidémie à Astrakhan. Ce qui était un moment très intéressant, parce qu'effectivement, on a pu voir, j'ai pu voir des malades, 2, j'ai pu voir qu'est-ce qui se passait pour la collecte d'éthique, et donc on a conclu, après, ils ont fait des prélèvements sur lesquels ils ont commencé à isoler quelque chose, qui m'ont envoyé, que j'ai identifié, et puis on a appelé ça Astrakhan Fever, on a publié ça aussi. Et alors quand ça c'est en 1988, et donc, ça fait longtemps que je fais des épidémies, et donc, c'était un truc extraordinaire, Astrakhan, parce que c'est la capitale du caviar. Astrakhan, c'est sur la mer Caspienne.
Et donc j'étais là reçu par la nomenclatura, donc magnifique villa sur la Volga, et matin, midi et soir, on avait 2 sortes de caviar à table, si vous voulez manger autant de caviar de ma vie. Donc ça c'était le côté plaisant, puis le côté intéressant, c'est qu'effectivement on a découvert une maladie. La bactérie est un peu différente, maintenant elle s'appelle Rickettsia conori caspiae, donc pour dire la mer Caspienne, sur le bord duquel était le truc. Il y a eu ensuite en Russie où j'ai été recontacté parce que après la chute du mur de Berlin, alors là c'était plus l'URSS, c'était la Russie, il y a eu des troubles sociaux considérables, des problèmes terribles et il y a eu une épidémie dans les hôpitaux psychiatriques en particulier. Il y a eu des épidémies de poux, et donc il y a eu une épidémie de typhus qui est réapparue, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour que le typhus réapparaisse, puisque dans le typhus, c'est comme dans la varicelle et le zona, la bactérie reste quelque part cachée, peut-être les ganglions, peut-être les cellules adipeuses, et s'il y a une immunodépression ou des circonstances qui le permettent, elle peut résurgir. Et si elle ressurgit, là aussi, elle va donner une bactérie qui circule dans le sang. S'il y a des poux, à ce moment-là, ça peut déclencher une épidémie. Et donc, s'il y a des poux et des circonstances sociales très graves, comme une guerre, qui est la pire de toutes, en particulier s'il fait froid, eh bien vous pouvez avoir à nouveau une épidémie de typhus. Et donc, il y a eu une épidémie de typhus dans un asile psychiatrique. Donc, elles m'ont demandé de confirmer ces données avec les techniques qu'on avait, qui nous permettaient de confirmer que c'était bien du typhus, c'est pas une maladie qui est très proche. Et là aussi, on a rapporté, publié ensemble, cette étude d'une épidémie de typhus dans un hôpital psychiatrique en Russie, peu de temps après la chute du mur de Berlin, au moment où il y a eu les troubles sociaux les plus importants en Russie. Voilà, donc ces données m'ont amené donc à avoir un centre collaborateur OMS sur ces rickettsioses, ce qui m'a amené à continuer, à regarder, en particulier, à aider à découvrir une quantité de nouvelles rickettsioses qu'on a fait, dont les plus communes, qui sont la Rickettsia africae, qui est extrêmement commun, puis ensuite Rickettsia felis, qui est extrêmement commune aussi, en particulier dans tous les pays tropicaux. Donc les 2/3 des rickettsie qui sont connues maintenant ont été découvertes dans mon laboratoire, puisque cette difficulté liée aux rickettsie, moi, m'avait incité à me spécialiser dans la rickettsie, parce que plus c'était difficile, plus c'était intéressant, et puis surtout je me disais, si je suis capable de cultiver ça, je saurais tout cultiver, parce que c'est le plus dur de tout, ce qui est vrai. Et puis du coup, j'ai été sollicité, alors ça a été une année terrible, juste au moment où je préparais ma campagne électorale pour être président d'université, en 1994, l'été, j'étais en vacances, j'ai décidé de prendre 15 jours de vacances avant de réattaquer le dur de la campagne électorale. C'est une campagne électorale un peu compliquée, parce qu'on était 3 candidats quand même, et je n'étais pas favori. Alors, il fallait que je me mobilise. Et mon seul moyen de communication, il n'y a pas le téléphone là-bas, il n'y avait pas encore Internet, ou pas diffusé, et donc mon seule communication, c'était le téléfax du pharmacien. Et donc, quand je passais devant, t'entends le pharmacien, Monsieur Holmes, il y a un fax pour vous. Et donc, là, je reçois 2 fax de suite. Un premier qui venait de la présidence de la République, qui me demandait d'aider à faire un diagnostic, en me disant, on va vous envoyer un prélèvement par le GLAM, il faut que vous regardiez ce que c'est très important. Très bien. Et le deuxième qui me dit, il faut absolument que vous recontactiez l'OMS, il y a une épidémie de poux à Goma. C'était le moment où il y avait la guerre au Burundi et au Rwanda, et les réfugiés Hutus étaient partis du Rwanda, et ils étaient arrivés à Goma, qui était au Congo. Très bien, je reviens, je regarde ce qui se passe pour le prélèvement qui m'était envoyé, ultra recommandé de l'Élysée, sur lequel j'ai répondu, sur lequel il n'y avait rien que je sois capable d'identifier. Et puis, je vais à Genève pour voir à l'OMS ce qui se passait. Il dit, mais écoutez, voilà, vous êtes chercher une mission, vous allez à Goma. Très bien, donc je vais là-bas. Je reconnais que le degré d'organisation m'avait laissé assez rêveur, parce que j'ai dû partir en poussant des hurlements pour pouvoir partir de Nairobi, du Kenya, à Goma, parce que l'OMS n'était pas débrouillé pour trouver un moyen de transport. Et je suis revenu en avion stop, parce que il y avait un Japonais qui avait loué par curiosité un avion et qui était arrivé pour voir le désastre de Goma. Il faut voir comme les désastres attirent les gens comme des mouches. Hein. Et donc j'attendais sur l'aéroport, et quand j'ai vu qu'il était arrivé, pour repartir, je peux prendre votre avion. Il m'a dit oui,
je suis reparti avec son avion pour dire à Nairobi, c'est la seule fois où j'ai fait de l'avion stop. Et donc, à Goma, je suis allé, j'ai regardé sur le terrain, j'ai d'ailleurs été impressionné par la gestion. Il y avait une épidémie monstrueuse de choléra qui avait été gérée, d'ailleurs cette épidémie, de manière tout à fait remarquable par les Américains à cette époque-là, simplement en alimentant les gens en eau filtrée plutôt que boire l'eau du lac qui était contaminée par les gens qui avaient commencé l'épidémie de choléra. Donc toutes les matières fécales partaient dans le lac, il ne fallait plus boire cette eau-là pendant un certain temps, donc boire de l'eau filtrée. Donc le degré d'ailleurs d'organisation, ça a beaucoup changé ma vision de l'évolution, le degré d'organisation de ces réfugiés dans cette zone qui était une zone inhabitée, c'était en dehors de la ville de Goma. Alors, il y avait eu un ravage de la forêt, là, tout le bois avait été coupé pour pouvoir faire qui des cabanes, qui du feu, etc. Et les gens s'étaient réorganisés par village, etc. Et donc, il y avait un degré d'organisation de 800 000 personnes. C'est une énorme ville, c'est une ville de la taille de Marseille, qui est absolument inouïe. C'est la capacité de réorganisation de gens qui ne sont pas... Si vous imaginez 800 000 Marseillais, au pire 800 000 Parisiens, qui se retrouvent comme ça à la campagne, sans rien, voir leur capacité à survivre, vous savez, c'est pas du tout la même, pas du tout. Donc ça, c'était très impressionnant. Après, je suis allé voir des malades. Il n'y en avait aucun qui manifestement, qui avait quelque chose qui ressemblait à un typhus de près ou de loin. Et donc, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas, mais je leur ai fait un protocole de décontamination des poux, parce qu'il y avait une épidémie de poux. Puis je me suis dit, voilà, quand il y a une épidémie de poux, il suffit, comme c'était une zone dans laquelle un peu plus bas, au Rwanda et au Burundi, qui était une des dernières zones où il y avait du typhus en Afrique, c'était bien possible qu'il y ait un patient qui rechute, comme je vous ai expliqué, d'une maladie qu'il aurait eu 20 ans avant, où c'était décrit, c'était plus décrit depuis 20 ans. Il suffisait qu'il y en ait un pour relancer une épidémie s'il y avait des poux partout. Et donc, je dis, il faut faire attention, il faut absolument lutter contre les poux. À l'époque, il y avait, c'était les insecticides qui faisaient ça, et donc j'écris un protocole, l'OMS publie mon protocole, et donc très bien, lutte contre les poux à Goma. Et puis, le temps passe, surtout qu'entre-temps, donc j'étais devenu président d'université, et puis je suis contacté, fin 96, début 97, par un jeune médecin du Burundi. Oui, le Burundi, c'est juste en dessous du Rwanda. Les deux pays avaient vécu une guerre civile, et là, les Hutus avaient d'abord pris le pouvoir sur les Tutsis, puis ensuite les Tutsis sur les Hutus, et là il y avait, pareil, donc, comme les Hutus avaient déménagé massivement au Congo, là les Hutus au Burundi étaient dans des camps de regroupement dans lesquels il y avait des épidémies, et puis ce colloque, Jean Bosco, avait été étudiant à Marseille, il m'avait vu faire des cours, moi je ne me souvenais pas de lui, il me dit, est-ce que vous êtes d'accord, vous avez le centre de ça, est-ce que vous êtes d'accord pour tester, pour voir si c'est du typhus? Je lui ai dit, tout à fait, écoute, envoie-moi des sérums, puis je vais tester ça. Donc il m'envoie des sérums de gens qui étaient en prison, et qui avaient présenté des tableaux cliniques qui étaient compatibles avec ça, de la fièvre très élevée, avec des poux, très bien. Et je lui dis, mais écoute, c'est du typhus que tu as. Il dit, est-ce que vous pouvez venir m'aider à gérer ce problème-là? Je demande à l'OMS, et l'OMS me dit, non, notre correspondant local dit qu'il n'y a pas, donc non. Et je prends sur moi d'y aller, donc je me le paye moi-même. Et alors le Burundi était complètement ostracisé à cette époque-là, parce que ça a mis beaucoup de trucs, et puis il y avait des tensions politiques même interafricaines entre la Tanzanie, dont on pensait que la Tanzanie voulait annexer le Burundi, donc il y avait un embargo, on ne pouvait plus aller au Burundi. Donc je regarde si je peux y aller, et juste au moment où je décide d'y aller, le premier avion depuis, je sais pas, 3 semaines, qui entrait au Burundi venait de s'ouvrir, et donc je vais au Congo-Brazzaville, je prends l'avion en question, j'étais tout seul d'ailleurs dans l'avion pour aller là-bas, et j'emporte mes affaires, parce que cette fois j'avais bien compris que la leçon de la leptospirose, qu'il fallait emmener son propre matériel pour faire le truc, donc j'emporte des tubes pour pouvoir faire des diagnostics, pour élever des poux. Très bien. J'arrive là-bas, et je demande qu'il me raconte l'histoire, il me dit, voilà, l'histoire c'est que dans un camp de réfugiés, ils sont pleins de poux, et ils disent qu'ils ont une maladie qu'ils ont décrit eux-mêmes, et ils se parlent entre eux, ils ont des... Il faut écouter les hommes, il faut écouter, c'est ça le terrain. Et les hommes disent qu'ils ont une maladie qui s'appelle le sutama, ce qui veut dire en swahili, ça veut dire accroupi.
C'est des gens qui sont accroupis, qui sont comme ça, et ils sont accroupis, ils ont mal aux muscles. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont mal aux muscles. Leur typhus, comme typhoïde, ça vient du fait que les gens sont obnubilés, ils se sentent sous. Et ça vient de typhos, qui veut dire ça, obnubilé. C'est pour ça que il y a 2 maladies dans lesquelles on voyait ça, de la fièvre avec des gens qui sont comme ça, un peu dans le coma. C'est la typhoïde et le typhus. Donc le typhus et puis la typhoïde qui ressemble au typhus. Et très bien, je dis, on va aller voir sur le terrain. Donc on va sur le terrain, on a fait 7 ou 8 dispensaires, dans des conditions de guerre qui étaient de temps en temps un peu émouvantes. On a vu une fois des gens descendre avec les machettes parce qu'on est en train de regarder un dispensaire où étaient traités des Hutus et que les gens qui étaient cachés dans la forêt avaient peur qu'on leur veuille du mal. On a pu négocier, donc les choses se sont arrangées, c'est plus une expérience qu'autre chose. Mais du coup, moi j'ai fait ces études en demandant aux gens, est-ce que vous avez le soutama? Et donc quand les gens disaient qu'ils avaient le soutama, je l'ai prélevé, et je voulais faire la corrélation entre est-ce que les gens qui ont un soutama ont un typhus. Donc je prélevais des poux, j'ai ramené tout ça à Marseille, et effectivement, 97% des gens qui disaient qu'ils avaient un soutama avaient un typhus. Donc on savait que c'était le typhus. Après, tous les gens qui étaient là-bas, moi j'ai dit, écoute, il faut que tu me donnes de la doxycycline parce qu'il y a un travail qui a montré que finalement, et nous on a des confirmations de ça, qu'en donnant un traitement minute de doxycycline, tu guéris le typhus. Donc avec 2 comprimés de doxycycline, donc on a fait ce qu'on appelle du DOT, du traitement devant nous. Et donc, on donnait aux gens 2 comprimés d'oxycycline, on leur faisait avaler avec un verre d'eau, et avec ça, on n'avait plus de mortalité. On est passé de 10% à à peu près 10 à 15% de mortalité. On estime qu'il y a eu à peu près 10 000 morts avant ça être mis en place. Et donc, avec ce système-là, qui était le seul système utilisable, parce que l'embargo faisait qu'il ne pouvait pas embarquer les tonnes d'insecticides qu'il aurait fallu pour... il y avait 800 000 personnes dans les camps de réfugiés, donc pour traiter 800 000 personnes avec des poux, les traiter plusieurs fois. Donc je leur ai dit, écoutez, essayez de mettre les vêtements au moins 1 fois par semaine dans l'eau chaude, ça tue les poux et les lentes, et donnez-leur de la doxycycline. Déjà, à l'époque, donc ça a marché remarquablement, on a complètement éradiqué l'épidémie de typhus, mais on a trouvé en même temps, j'ai regardé, puisque depuis j'avais travaillé sur la fièvre des tranchées, dont je reparlerai, on avait trouvé qu'ils avaient en même temps le typhus et la fièvre des tranchées, ce qui rendait les choses un peu compliquées. On a trouvé qu'ils avaient des raches, des éruptions, qui n'avaient pas été notées dans les études de typhus parce que les gens regardaient ou n'examinaient pas les malades ou les regardaient de manière superficielle. Donc pour voir les taches, l'éruption du typhus, chez les gens qui ont la peau foncée, il faut regarder à l'endroit où la peau est la moins foncée. Et l'endroit où la peau est la moins foncée, c'est l'aisselle, parce qu'elle n'est jamais exposée au soleil. L'idée que les gens qui ont la peau foncée ne bronzent pas est une idée qui est déraisonnable. Ils bronzent comme les autres. Et donc l'endroit dans lequel ils bronzent pas, où ils ne bronzent pas, c'est sous les bras. C'est les aisselles, sont toujours protégées. Et là, si vous regardiez l'aisselle, vous voyez les éruptions. Mais il faut déshabiller les malades, il faut les regarder, il faut les examiner. Vous comprenez pourquoi j'ai de telles réticences quand je pense que depuis un ministère, on peut vous expliquer comment une maladie. C'est pas vrai. Il faut aller les voir, les malades, il faut les revoir, il faut les examiner. Et donc, on a trouvé que dans, 35% des gens, on trouvait des éruptions sous l'aisselle, il fallait regarder les gens. D'accord ? Et donc, j'ai appris ça aux médecins qui étaient là, personne n'avait regardé. Et très souvent, quand il y a ces épidémies, les gens n'examinent pas du tout les malades. Et d'ailleurs, ça se généralise en médecine. Et en médecine, il y a eu une époque où on n'examinait pas les malades. Éventuellement, on prenait juste le pouls, au 19e siècle. Puis au 20e siècle, on a examiné les malades en les mettant tout nus et en leur mettant les doigts partout. Et après, on a arrêté de leur mettre les doigts partout. Et maintenant, on arrête de les examiner, on ne les déshabille même plus. Donc il y a une période, si vous voulez, des mœurs dans les rapports médecin-malade qui changent au fur et à mesure du temps. Mais si vous voulez savoir si des gens ont une éruption, un rash, il faut mieux quand même les habiller, il faut regarder. Voilà. Toujours est-il que on trouve ce point-là, et puis depuis, du coup, bien sûr, ce truc sur le typhus, ça fait un énorme travail qu'on a publié dans Lancet, et oui, que pendant très longtemps, on avait des rapports avec le Lancet qui étaient très bons. C'est à la suite de ça qu'il m'a demandé d'être le seul consultant éditorial du Lancet français. Et donc, à partir de ça, on a reçu du coup du Rwanda
régulièrement des poux des prisons de Rwanda en demandant est-ce qu'ils ont le typhus, ils n'ont pas le typhus. Alors c'est très facile, du coup, maintenant on fait la PCR sur les poux. Je dis oui, il a le typhus, il a la fièvre des tranchées. On a trouvé même sur une punaise au Rwanda, ce qui nous a fait penser du Bartholin Quintana, de la bactérie de la fièvre des tranchées, ce qui fait qu'il est bien possible que les punaises transmettent ça de temps en temps. On a des éléments indirects de ça. On a reçu d'Algérie aussi, de Batna, on a eu un cas de typhus, et on a eu un cas de typhus à Marseille, d'un Algérien qui revenait d'Algérie, avec une éruption, on a photographié l'osite, ça on a publié, qui était une maladie qui était quasiment totalement oubliée, le typhus. Moi d'ailleurs, pendant des années, j'ai dit, je ne verrai jamais une épidémie de typhus, parce que c'est fini, c'est une maladie du passé, c'est tellement facile. Ben, c'était pas vrai, c'est une maladie réémergente. Et alors, là, en revanche, j'avais déjà une bêtise qui était sortie dans le Lancet, qui était, moi, je voulais en plus les traiter, les poux, parce que ça marche très très bien. Après, on a pu démontrer ça chez les SDF, et donc je reparlerai des poux, avec l'ivermectine. L'ivermectine marche très très bien sur les poux. Je voulais faire une recommandation de traitement avec l'ivermectine, et au moment... Juste, je sais pas, 15 jours avant que je parte, était sortie une lettre dans le Lancet qui disait qu'ils avaient donné de l'ivermectine pour traiter la gale dans un EHPAD en Angleterre et qu'ils trouvaient qu'il y avait des démences, et plus de démences chez les gens qui avaient reçu de l'ivermectine. Alors c'était une lettre, c'était aucun moyen d'évaluer ça, mais ce que faisait une lettre dans le Lancet sur une situation comme ça, ça faisait qu'on ne pouvait plus utiliser l'ivermectine dans ces conditions jusqu'à ce qu'on ait démontré que c'était faux. Après, ça a été démontré que c'était faux, ça a été rétracté, mais en attendant, ce qui aurait été très très simple pour nous, pour traiter les poux, parce que autant pour pouvoir utiliser les insecticides, il fallait importer des tonnes, ce qui était impossible compte tenu de l'état d'embargo qui régnait sur le Burundi à ce moment-là, autant l'ivermectine, il fallait quelques kilos d'ivermectine pour soigner toute la population, donc pour éradiquer l'épidémie de poux.